bonsoir et merci d'avoir bravé les intempéries et tous les obstacles du jour pour venir jusqu'à nous à Ville-la-M. Donc le pitch de ce soir, nous l'apprécions particulièrement parce que réalisé avec le concours de l'Institut Pasteur, dont nous sommes fiers d'être mécènes. Alors, professeur Paul Avant, vous êtes chercheur et praticien en audiologie. Vous avez développé de nombreux outils diagnostiques et vous co-dirigez le CERIA, Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine, qui est installé à l'Institut Pasteur. Alors, ce soir, vous allez nous parler de la surdité, mais j'ai envie de dire des surdités. Voilà, ce sera un des thèmes centraux. C'est un problème de santé très répandu et donc 6 millions, je crois, de personnes en France sont concernées. Une personne sur 3 de plus de 50 ans a un problème de trouble auditif et pourtant ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond parce qu'il y a des solutions, il y a des traitements qui existent, mais le parcours de soins est souvent compliqué ou peu efficace. Et même la recherche est parfois entravée par le manque d'inclusion dans des essais cliniques au bon moment. Enfin, vous allez nous expliciter tout ça. Et c'est bien dommage tout ça, parce que la surdité, c'est un handicap extrêmement corrosif qui isole et qui peut faire le lit de troubles cognitifs, mais qui peut aussi mener à des situations de vie qui se transforment en transcendance, en point fort pour soi-même et pour les autres. Et je pense à Catherine Tétard, là, juste à côté de moi, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Dialogue de sourdes » aux éditions Panthéon, et qui témoigne ce soir et qui va nous raconter ses étapes. Voilà. Très heureux de vous avoir tous les deux ce soir. Et puis, bon, il faut quand même le dire, mince, à la fin, c'est vrai que c'est la prévention qui compte, le dépistage. Et la prévention, l'innovation, eh bien, c'est au cœur des valeurs de Ville-la-M. Et on en a fait ici un credo, un art de vivre. Nous sommes plus spécialement dirigés vers les professionnels de santé. Nous alignons innovation, santé, épanouissement. Et on y croit très fort. Ce concept Ville-la-M va se développer dans plusieurs lieux. On sort de Paris. Et quand un soignant se sent bien, il soigne bien. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Alors, pour le développer, donc, le professeur va nous présenter l'état des lieux de ses positions. Et on donnera aussi la parole à Catherine Tétard. Et vous aurez aussi l'occasion de poser en fin de pitch, ça dure à peu près 1 heure, vos questions. Et en plus, on peut les prolonger puisque voilà, des réjouissances nous attendent après. Voilà. Merci. À plus tard. Merci beaucoup pour cette introduction et donc sans plus tarder, en vous remerciant pour votre intérêt pour le sujet, je vais vous expliquer ce qui est nouveau dans l'approche des surdités. Et le mot traité est nouveau puisque jusqu'à maintenant, les données scientifiques ne permettaient pas d'envisager de réparation de l'organe auditif ou des voies nerveuses auditives lorsqu'elles étaient abîmées. C'est une espèce de dogme qui est encore valable que quand des cellules sensorielles auditives sont mortes, eh bien, on ne peut pas les régénérer. Probablement ce dogme sera atteint et modifié et tempéré, mais pour l'instant, c'est encore un problème. Alors, il y a également des nouveautés qui sont évidentes sur cette diapositive. D'abord, l'intérêt de l'Institut Pasteur pour ce qui est maintenant l'Institut de l'audition, un institut
unique en son genre en France sur l'audition et dans toutes ses composantes, ça veut dire les oreilles mais aussi le cerveau auditif, et qui regroupe environ 130 ou 140 personnes, 11 équipes je crois à l'heure actuelle, dans un lieu qui est majoritairement à côté de l'Opéra Bastille et un petit peu du côté de l'Institut Pasteur, et qui a ouvert ses portes en 2020. Donc c'est tout neuf, et la partie audiologique hébergée à l'Institut Pasteur occupe le rez-de-chaussée de ce bâtiment neuf. Donc un endroit tout à fait symptomatique du nouvel intérêt qui est porté à l'audition. Et donc à la surdité dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire les surdités en termes de perturbation du système auditif. On pense perte de sensibilité, j'entends moins bien les sons, donc j'ai une audition qui a baissé, mais il y a aussi des perturbations de la compréhension des messages véhiculés par voie acoustique. Alors Reconnect, lui, c'est un institut hospitalo-universitaire qui s'est ouvert lors du dernier appel à projet conclu l'été dernier. Donc il vient d'être inauguré il y a 2 semaines, et pendant 10 ans, cet institut sera le siège du transfert de connaissances entre la recherche fondamentale et les patients, avec notamment une forte implication de l'hôpital Lariboisière sur Paris, qui sera le cœur de cet institut hospitalo-universitaire. Donc avec une notion de soins, et pas seulement de préparation des soins sur des modèles expérimentaux. Alors je remercie ici mes sponsors, Fondation pour l'audition notamment, l'Agence nationale pour la recherche, et ma déclaration d'intérêt. Évidemment, nous sommes appelés à collaborer avec un certain nombre de groupes qui sont impliqués dans ce qui est la solution actuelle du traitement, entre guillemets, des surdités. Ça n'est pas un traitement, c'est un palliatif. Ce sont les appareils auditifs, soit amplificateurs, soit neuroprothétiques. Alors, d'un moment à l'autre, les personnes et les industriels impliqués changent. Donc là, c'est à l'heure actuelle. On voit apparaître la firme Sensorion, qui est une firme française de pharmacologie qui développe des médicaments contre certains aspects de la surdité. Alors, pourquoi les surdités ? J'ai beaucoup insisté dans mon titre. Pourquoi les surdités ? Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y a même maintenant des surdités à audition normale des sons purs. Autrement dit, vous avez ce qu'on appelle un audiogramme qui peut parfaitement être normal, et pourtant vous entendez des sons mais vous ne les interprétez pas bien ou vous ne les comprenez pas. Donc c'est une variété de surdités, je dirais, à audition entre guillemets normale. On appelle ça des surdités cachées. Évidemment, c'est assez choquant. Si on vous dit que vous avez une infection cachée, vous allez être un petit peu pris au dépourvu. Et les médecins aussi, bien sûr. Alors, c'est quoi que fait le système auditif ? Il part de ce qu'on pourrait appeler une portée musicale, c'est-à-dire des sons. Là, c'est un chat. Ça a un sens, bien sûr, pour nous. Ça peut avoir un sens dans d'autres langues, ou ça peut ne pas avoir de sens, et c'est constitué de fréquences portées sur l'axe vertical, un plus c'est haut dans la portée, un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc., ça monte, et en axe horizontal, c'est le temps. Donc vous voyez apparaître un petit silence, et puis cha. Voilà. Et tout ça prend du sens, on l'entend et on l'interprète. Et on peut même répondre, si on veut. Donc on appelle ça la boucle audio-phonatoire. Et l'espèce humaine est censée activer cette boucle très souvent. Alors ça, c'est la portée musicale normale du chat. C'est comme ça que le son est décomposé dans nos oreilles internes. Et ensuite, les neurones auditifs envoient l'information, savoir il se passe quelque chose ou il ne se passe rien. Et il faut imaginer que connecté à cette portée musicale, il y a à peu près 30 000 neurones qui envoient l'information.
Alors quand on a une surdité ordinaire, classique, au sens statistique du terme, 90% des surdités, on a un flou dans le domaine vertical. C'est-à-dire que les ré que vous voyez ici, do, ré, mi, fa, sol, en fait se brouillent. Et vous ne savez plus, ou nous ne savons plus, quelles sont les composantes essentielles. Et puis en plus, il en manque. Alors, celles qui manquent, on peut amplifier le son pour qu'elles réapparaissent, mais celles qui sont brouillées vont rester brouillées. Donc, imaginez des appareils auditifs. Qu'est-ce que va faire l'appareil auditif? Il va juste rendre plus lumineuse cette bouillie. Mais la bouillie va rester une bouillie. Donc, le chat sonnera peut-être comme un va ou un ja, voire même un jou, selon le degré de surdité. Donc, petit problème, même avec un appareillage auditif bien fait. Autre type de surdité, récemment, il ne faut pas exagérer, mais découverte dans les années 1990, on appelle ça des neuropathies auditives. Et en fait, ce ne sont pas les cellules détectrices des vibrations qui sont impliquées, c'est les neurones. Les neurones, en fait, soit transmettent pas du tout l'information, à ce moment-là on n'en parle plus, il y a surdité totale, soit n'arrivent pas à se synchroniser à l'information. Donc le sujet à l'extérieur dit chat, et les neurones répondent et ça traîne, et il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de précision temporelle. Imaginez un orchestre où chaque instrumentiste jouerait la portée à sa guise, en attaquant au hasard. Alors le violon attaque le premier, puis une mesure plus tard la trompette, etc. Ça serait une cacophonie. Et donc les neurones transforment un son propre en une cacophonie. Et vous voyez que la transition entre ch, a, qui vient de notre articulation, disparaît totalement. C'est quelque part par là, on ne sait pas trop où. Et comme c'est très important, eh bien, c'est très préjudiciable de ne pas avoir cette information. Et alors pareil, vous aurez beau amplifier ce pâté, là en haut c'était flou dans le sens vertical, en bas c'est flou dans le sens horizontal, au final, dans notre cerveau c'est flou, et donc peu interprétable. Imaginez qu'en plus il y ait du bruit, un brouhaha, des gens qui parlent à l'extérieur, des chaises qui traînent, etc. Donc deux catégories de surdité, tout aussi ennuyeuses l'une que l'autre. L'une est représentée dans 90% des cas, l'autre dans 10%. Et puis bien sûr, il y a des mix, il y a des associations des deux. Alors les mécanismes candidats, alors là, je ne vais pas vous infliger l'anatomie de l'oreille interne parce qu'on y sera encore demain matin, mais c'est très compliqué et il a fallu des siècles pour l'élucider. Et les échelles sont d'abord l'échelle macroscopique, on appelait ça le labyrinthe. Labyrinthe parce qu'on n'y comprenait rien. Des tuyaux qui s'enchaînent et qui s'emboîtent de manière très compliquée. Ensuite, en 1850 et quelques, 56 je crois, le baron Corti détecte avec des moyens microscopiques fins la présence de cellules. Ces cellules ont des dimensions de l'ordre d'un 50e de millimètre, quelque chose comme ça, un 100e de millimètre, des choses qui ne sont visibles qu'au microscope optique de très bonne qualité et sur des préparations fraîches, ce qui était plus ou moins difficile à obtenir auparavant. Ensuite, la microscopie électronique nous permet de zoomer à des dimensions qui sont de l'ordre du millième de millimètre. Et cette microscopie est apparue finalement très récemment, après la Deuxième Guerre mondiale, voilà, avec des conditions qui permettent de visualiser cette fois les cellules individuelles et ce qui leur donne leur forme particulière. Par exemple ici, des cellules qu'on appelle ciliées, qui sont surmontées d'une petite brosse avec des protéines très soigneusement disposées les unes par rapport aux autres normalement, beaucoup moins bien disposées s'il y a anomalie, avec des protéines de structure, des protéines adhésives, des protéines sur lesquelles la connaissance est restée très floue
jusqu'aux années 1990, c'est-à-dire avant-hier en fait. Pourquoi ? Parce que je vous laisse compter. 1, 2, 3, 4, vous voyez, et on arrive vite au bout. Il y a 9000 de ces cellules surmontées par des touffes en V et 3000 des cellules en vis-à-vis. Cellules ciliées externes, cellules ciliées internes. 3000 plus 9000, ça fait 12 000. 2 oreilles, ça fait 24 000. Et puis c'est tout. Alors que dans nos rétines, il y a 100 millions de photorécepteurs par rétine. Voyez. Donc, on broie des rétines de bœuf, on extrait les protéines, rien de plus élémentaire depuis que la biochimie existe. Tandis que là, extrayez 3000 cellules ciliées internes, 9000 externes, broyez-les, vous n'aurez rien. Il faut recommencer. Il faut des modèles dans lesquels on aurait littéralement un carnage d'animaux de laboratoire avant d'avoir une préparation. Donc ce n'est pas envisageable. Donc d'où est venue la révolution ? C'est de la génétique. On a des protéines qui sont codées par des gènes. Environ plusieurs centaines de gènes sont spécifiques de l'oreille interne et chacun d'entre eux peut être muté et de manière éventuellement anodine ou de manière qui est telle que la protéine n'est pas produite ou produite d'une manière tellement aberrante qu'elle n'est pas utilisable. Alors on enlève une protéine et qu'est-ce qui se passe ? On regarde et on va voir que telle protéine étant exprimée dans la touffe stéréociliaire, eh bien il n'y en a plus. Il n'y a plus de touffe quand on abîme la protéine. Donc on peut jouer à volonté avec des briques de construction qu'on peut modifier, enlever, mais aussi remettre. Alors remettre une brique dans un bâtiment, si ce bâtiment s'effondre, on aura beau remettre les fenêtres ou les volets, le bâtiment étant dans une structure effondrée, n'est plus réceptif. Donc vous comprenez tout de suite le problème du parcours de soins. Si des dégâts se produisent et petit à petit détruisent la structure, il ne suffira pas de remettre une protéine pour que tout redevienne normal. Donc on a absolument besoin de diagnostiquer non seulement qu'il y a surdité, mais encore pourquoi il y a surdité. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? Et selon les cellules atteintes, selon les structures subcellulaires atteintes, ce n'est pas la même surdité. Elle n'a pas la même chronologie, elle n'a pas les mêmes conséquences. Elle peut affecter la sensibilité ou la compréhension ou l'analyse des fréquences, etc., etc. Alors c'est un travail titanesque, mais en même temps aussi stimulant parce que des dizaines de laboratoires peuvent faire systématiquement des recherches sur non seulement les souris de laboratoire qu'on peut modifier à volonté, mais aussi les patients dont on sait depuis très longtemps qu'il existe des familles au sein desquelles il y a transmission de la surdité. Donc on peut avoir des surdités héréditaires et celles-ci peuvent être cataloguées et des arbres généalogiques peuvent être tracés. Alors beaucoup de ces surdités sont très rares et comme la mutation est très rare et qu'il faut que les deux parents soient porteurs de la mutation, vous imaginez la difficulté, à moins que les deux parents ne soient cousins germains, auquel cas ça sera très facile d'avoir la mutation à l'état biallélique, la même mutation sur les deux chromosomes que l'enfant porte, et alors l'enfant aura une surdité qu'on va caractériser. Et donc on a un parallélisme tout à fait strict entre les surdités humaines et les surdités sur les modèles animaux de mammifères, et voire même on peut aller sur des préparations beaucoup plus simples. On utilise maintenant beaucoup le poisson zèbre, par exemple, qui est tout à fait intéressant, parce que mine de rien, un poisson ressemble beaucoup à l'homme en termes de certaines de ses protéines, non pas de l'audition, si on peut dire, mais de la détection des vibrations dans l'eau, qui est essentielle pour les poissons. Alors on va zoomer, et là vous avez un plan des molécules impliquées dans cette simple touffe stéréociliaire, là où un grand cil et un cil moyen sont côte à côte, et vous voyez qu'ils sont reliés par un haubans.
ce haut-ban est constitué de 2 protéines. Mais je ne dis pas non seulement 2 protéines différentes, mais un seul ou 2 peut-être exemplaires de chaque. Alors imaginez purifier cette protéine alors que chaque stéréocyle n'en dispose que de 2. Donc vous allez avoir un problème biochimique impossible. Il suffit de muter le gène de la cadérine 23 et vous enlevez cette liaison. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, catastrophe, il n'y a plus d'audition. Pourquoi? Parce que l'événement déclenché par le son, c'est l'ouverture d'un canal ionique. Et ce canal ionique permet le passage de courant électrique. Et ce courant électrique, c'est exactement ce qu'est en train de faire mon microphone. Donc vous avez devant vos yeux, ici, à l'échelle nanométrique, une protéine et une autre protéine qui permettent au microphone de notre oreille interne de fonctionner. Je parle, je fais vibrer une membrane et ça déclenche un courant électrique dont la forme me donne la forme du son. Et après, ce courant électrique, il est amplifié, etc., etc. Alors, pour que les canaux ioniques s'ouvrent, il faut tirer dessus. Ça tombe bien, le son est là pour ça. Pour tirer dessus, il faut des haubans. Et ces haubans, il faut qu'ils soient amarrés. Et si possible, il faut qu'ils soient amarrés de manière ajustable. Parce que si je me baisse pour lasser mes chaussures, je change la pression dans les liquides, je change la position, je vais détendre la voilure, en quelque sorte. Et à ce moment-là, il faut la retendre. Il n'est pas question qu'en lassant mes chaussures, je n'entende plus. En tout cas, quand mes ancêtres étaient dans les cavernes et qu'ils avaient des menaces au quotidien, quand ils se baissaient pour faire quelque chose, probablement pas lasser leurs chaussures, mais faire quelque chose d'important, il fallait absolument que leur audition reste impeccablement sensible. Donc tout ça, ça a été sculpté par les besoins de la vie quotidienne. Et tout individu qui n'a pas ce système en état de marche parfait est beaucoup plus en danger de mourir suite à des agressions extérieures que celui de ses congénères qui a un dispositif parfait. Donc vous comprenez bien la pression de sélection énorme pour que l'audition soit non seulement fonctionnelle, mais encore meilleure que celle de nos parents, de manière à être celui qui va survivre pour transmettre notre patrimoine génétique. Alors, les étapes du traitement d'oreille, je ne vais pas entrer dans les détails, vous voyez qu'elles sont très nombreuses. Il faut d'abord que ça vibre, ça résonne. Mais comme l'oreille interne est remplie de liquide, c'est très amorti. Imaginez un piano plongé dans une piscine. Ça ne va pas beaucoup jouer, ça ne va pas faire du beau son. Il faut absolument quelque chose qui compense le frottement, donc un amplificateur. Il est intégré avec des protéines qui font le travail. Et ces protéines font un travail très, entre guillemets, ne prenez pas ça au premier degré, intelligent. C'est-à-dire que les protéines ne vont amplifier que les sons faibles. Et les sons forts, pas du tout. Alors vous connaissez la problématique des sons forts, grand pourvoyeur de surdité. Si vous vous exposez plus de 8 heures par jour pendant toute votre vie professionnelle à des niveaux de 80 décibels, vous allez finir par avoir une surdité liée au vieillissement, aggravée par l'exposition sonore. Alors, on est protégé relativement parce qu'on a une bonne sensibilité aux sons faibles et notre oreille, en quelque sorte, se protège un petit peu des sons forts. Seulement un petit peu. Alors, on va contrôler le réglage du microphone constitué par nos cellules sensorielles. Et puis, les neurones doivent être absolument fidèles à ce qui se passe. Vous avez tous vécu des visioconférences, sans doute, où vous parlez, vous voyez les lèvres bouger, votre interlocuteur vous répond, puis le son arrive 2 secondes plus tard. Donc ça, c'est pas bon, c'est catastrophique, c'est épuisant. Il faut absolument que vous entendiez le son que je prononce au moment précis où je le prononce. Ça veut dire que la chaîne électronique doit être extrêmement précise sur le plan temporel. Eh bien, c'est le cas des neurones de l'audition. Ils ont un équipement protéine spécifique
qui leur permet de répondre à 10 microsecondes près. Quand je fais ça, vos neurones répondent au bout de 10 microsecondes. Pas une microseconde n'est perdue. C'est très important parce que ça vous permet de synchroniser l'oreille droite et l'oreille gauche. Et comment savez-vous que je suis de côté par rapport à vous? Parce que le son de ma parole, ou du haut-parleur, arrive plutôt d'un côté que de l'autre, de quelques microsecondes. Et vous savez instantanément que le haut-parleur est sur votre côté. Si tout marche, et si tout ne marche pas, ces capacités-là vont être perdues. Donc vous comprenez que la perte auditive ne va pas être qu'une perte de sensibilité, mais aussi de nos facultés d'interprétation. Donc double pénalité en fait. Non seulement vous ne comprenez pas bien ce qu'on vous dit, mais vous ne savez pas d'où vient le son. Et vous avez tous remarqué que c'était catastrophique de ne pas savoir où est votre interlocuteur. Et puis ensuite, on n'est pas encore très bon pour décrire ce qui se passe, mais il y a tous les traitements à l'étage supérieur dans notre système nerveux. Et ceux-là peuvent être aussi affectés par des pathologies. Alors, j'ai mis sur ce tableau déficit et compensation. Perte de sensibilité, aucun problème, on amplifie. Autrement dit, le cornet acoustique. Perte de la dynamique d'intensité, beaucoup plus difficile. La plupart des surdités se traduisent par le fait que la personne atteinte va vous dire « Je ne comprends pas, mes petits-enfants parlent beaucoup trop fort ». Alors les petits-enfants disent je suis bien obligé, parce que si je parle normalement, mon grand-père ou ma grand-mère disent quoi, comment, je n'entends pas. Et dès qu'ils parlent un peu fort, mais non, mais c'est trop. Pourquoi? Parce que le réglage de l'intensité se fait dans nos oreilles internes. Et il faudra donc que les appareils fassent la même chose. Et c'est le travail de l'audioprothésiste d'aller régler très finement. C'est un travail très long et très méticuleux. Bon, je sais que parfois il n'est pas fait, mais ça va à la catastrophe. Il faut régler chaque canal fréquentiel pour être optimisé, assez fort quand le son est faible, pas trop fort quand le son est fort. C'est un travail que font les ingénieurs du son dans les régies avant chaque concert. Ça passe, le concert dure, la préparation du concert dure plus longtemps que le concert. Et puis, le bruit. Débruité, nos oreilles le font très bien, notre cerveau encore mieux, mais si c'est abîmé, on va avoir ce qu'on appelle un masquage. C'est-à-dire que s'il y a un marteau-piqueur dans la rue ou des gens qui font la fête à côté de nous, j'aurais beau parler, vous ne comprendrez plus ce que je dis. Et donc ça, un appareil ne sait pas bien le faire. Et donc ça va être imparfait. Et donc très souvent, vous avez la notion que dans des lieux bruyants, au restaurant, dans les concerts, eh bien, les personnes handicapées auditives sont véritablement handicapées et perdent un certain nombre de bénéfices de ces situations. Alors, la diversité lésionnelle, je repars du schéma tout à l'heure, mais un petit peu moins zoomé. Vous reconnaissez peut-être le même organe auditif du mammifère, mais cette fois en coupe, avec les cellules qui sont là, externes, internes. Cette fois, c'est à l'échelle. Là, vous avez à peu près 0,1 mm. Et là, vous ne voyez plus les touffes stéréociliaires parce qu'elles sont minuscules à l'échelle. Et puis des membranes. Et puis, voilà, une grande complexité. Chacun de ces éléments-là peut tomber en panne, indépendamment des autres. Et les agressions peuvent être mécaniques, voilà, casser les cellules. Et si elles meurent, elles ne repousseront pas. Vous avez tout à l'heure compris qu'on en avait 12 000 par oreille, et si on en perd 3 000, eh bien, on en a 3 000 de moins, ça fait 25% en moins pour tout le reste de notre vie. Si vous perdez 3 000 photorécepteurs, qui s'en aperçoit? Pour perdre 30 millions de photorécepteurs, là, ça fait quand même une énorme agression que vous subissez. Perdre 3 000 cellules, il suffit de mal se placer lors d'un concert de rock'n'roll à côté des baffles et vous ressortez avec 3 000 cellules en moins pour le reste de votre vie. C'est ce qu'il faut dire aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi d'ailleurs, qui n'ont pas conscience de ça.
irréversiblement. Ça fait très mal quand on l'entend, et c'est déjà trop tard. Et puis des agressions chimiques, parce que tout ça fonctionne avec des molécules dont certaines sont toxiques. Donc à la fois efficaces, mais aussi toxiques. On dit excitotoxiques, par exemple. Et puis tout le monde connaît ça, hein, quand on travaille trop, hein, le trop de tennis entraîne des inflammations. Trop de métabolisme, hein, on consomme énormément d'énergie quand on écoute. Bien, trop de dépenses d'énergie entraîne production de poisons qui vont intoxiquer votre oreille interne en produisant ce qu'on appelle du stress oxydatif. On le connaît très bien pour la peau, pour l'estomac, il faut manger enfin voilà, vous complétez vous-même ce qu'il faut manger, des vitamines, des oméga 3, du ginkgo biloba, du chocolat noir, des polyphénols, etc., etc. Mais il faut aussi peut-être juste, comme disait Madame Kolesnikov, juste se prémunir d'une exposition toxique. Ça ne coûte pas plus cher et c'est beaucoup plus efficace. Et on peut y arriver. Alors, gènes spécifiques de l'audition, juste pour vous montrer, il y en a plus de 300. On en a pour l'instant identifié 150, je crois pas. Tous les jours, ça change, mais 150. Vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire, mais les moins fréquents restent à découvrir. Les plus fréquents ont été découverts, je crois le premier en 1999. Alors, il y a du travail. Il y a des gènes qui sont spécifiques du système auditif et d'autres qui sont plus généraux. Alors, pour résumer les difficultés, solution audioprothétique souvent peu connue du public, même médical, en dehors des ORL, mais combien j'ai vu de personnes diabétiques avec des pertes auditives liées au diabète dont le diabétologue n'avait jamais parlé sur le plan auditif. Donc l'information circule peu. Choix de solution pas simple. Et là, le dilemme va arriver bientôt, thérapie ou audioprothèse. Thérapie, c'est pas encore au point, il y a des essais cliniques. Je pense qu'il faut bien savoir que c'est pas encore en vente libre. Et puis, nouvelle solution, eh bien, il y a des contraintes, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas attendre qu'il y ait trop de dégâts pour se faire traiter. Une maison en ruine, c'est trop tard de changer les tuiles. Il aurait fallu y penser avant. Alors, première solution de thérapie génique, il y a des essais cliniques, dont un en France, ça commence, mais ce sont des essais cliniques, donc ça peut parfois échouer. Il faut le savoir. Comment on fait ? On a une protéine absente qui déclenche l'information vers les neurones, dans ce cas précis en fait. Ça s'appelle l'autoferline. Et dans ce cas précis, c'est magnifique. On a la chance que d'abord, c'est pas rare, et ensuite, qu'il n'y a aucun dégât. L'absence de cette protéine fait que les cellules de l'oreille interne fonctionnent parfaitement bien, sauf qu'elles n'informent pas les neurones qu'il se passe quelque chose. Les neurones sont parfaitement en bon état, mais on ne leur donne pas l'information. Qu'est-ce qui manque ? Juste remettre le contact. Et en remettant la protéine, on remet le contact. Ça démarre au quart de tour. Donc on peut faire l'intervention à tout moment. Enfin, si c'est un enfant qui n'a pas d'autoferline, il est sourd total depuis la naissance, et pendant ce temps-là, il n'a pas été baigné dans son langage maternel. Donc il y a quand même urgence. Mais si vous voulez, on pourrait imaginer que l'enfant a eu une prothèse, par exemple neuroprothétique d'un côté, et de l'autre, on lui met la protéine, et paf, le lendemain, il entend. Enfin, je caricature à peine, le mois suivant, il entend. Donc ça s'appelle de la réparation, mais dans des cas très particuliers. Et qu'est-ce qu'on fait ? On administre l'ADN manquant avec des virus qui ne sont pas dangereux pour l'être humain et qui sont capables de véhiculer le gène là où il faut, c'est-à-dire qu'il va falloir l'administrer dans l'oreille interne. Petit détail chirurgical qui n'est pas anodin. Alors après, la presbyacousie.
Alors là, on ne parle pas d'un cas sur 100 000, on parle de 5 millions et quelques centaines de milliers de gens, dont certains sont devenus sourds précocement, ça veut dire avant l'âge de 60 ans, à cause d'expositions sonores exagérées. Je pense qu'ils étaient donc mal informés et c'est infiniment dommage, mais d'autres sont devenus parfois sourds pour des raisons génétiques plus ou moins complexes ou environnementales plus ou moins complexes. Alors on a consacré du travail à ça, c'est l'un de nos projets phares. On essaie de collecter des presbyacousies, si possible précoces, pour en faire le catalogue. Quels sont les différents profils ? Quelles sont les atteintes auditives précises ? Est-ce que les gens sont plus gênés par l'analyse des fréquences, par l'analyse des intensités, etc., etc. Pour l'instant, on n'a pas encore d'idée très claire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on s'est aperçu, par une étude pilote menée en 2020, que quand on prenait les presbyacousies, donc vieillissement auditif, très précoce, ça veut dire qu'au lieu de commencer à avoir des problèmes auditifs à 60-65 ans, ça commence 20 ans en avance. Vous voyez l'idée ? Ça arrive, demandez autour de vous. Ça correspond à peu près 5 à 7% des gens. C'est pas rien. Il suffit de demander. Ah oui, à 40 ans, je commençais à avoir beaucoup de difficultés, etc., etc. On les prend, on leur propose une étude. Cette étude consiste à leur faire une prise de sang et à chercher des gènes qui pourraient être présents dans une famille chez tous ceux qui sont devenus sourds très tôt et absents chez les autres. Ça, c'est assez facile, c'est très caractéristique. Ça fait penser à l'hérédité. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde systématiquement les gènes et on trouve ceux-là. Ils vous disent sans doute rien, mais vous allez regarder. Si vous regardez attentivement, je ne veux pas vous l'infliger, vous retrouvez la cadérine 23. C'était le haut-ban de tout à l'heure. Tiens, il y a des défauts du gène de ce câble, de ce lien, qui ne se manifestent qu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, tout allait bien. À 40 ans, quelque chose se passe. Pourquoi ? Probablement parce que l'organisme se défend moins bien. Et la surdité démarre. Donc, c'est le moment d'agir. Et que faudrait-il faire ? D'abord, repérer cette surdité. Et ensuite, si c'est le gène de la cadérine 23, le remettre. Remettre un bon à la place du mauvais. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas de laboratoire qui fasse la bonne thérapie génique. Et il va falloir la mettre au point. Et ça dépend du nombre de cas dont on n'a pas encore la moindre idée. Alors, c'est arrivé chez nous dans un cas sur, je ne me rappelle plus, pour être tout à fait franc, quelques cas sur 250 personnes, 2-7% de la population. En tout cas, vous voyez ici une liste d'une 50aine de gènes qui concerne à peu près un bon quart des 7% dont je parlais tout à l'heure. Un quart de 7%, ça fait 2%, on va dire, à la louche. Donc 2% des personnes ont d'une part un vieillissement auditif très précoce et deuxièmement un gène qui explique ça. Alors vous voyez les perspectives de thérapeutique, à ceci près que pour avoir la panoplie complète pour traiter tout ça, il nous faut au moins 50 virus différents porteurs de chacun le bon gène à mettre au point. C'est pas infaisable, mais c'est pas gagné. Deuxièmement, les cibles sont très variées et quand une des cibles est abîmée, ça doit avoir initialement une signature très précise, mais après ça va se brouiller. Les cellules vont mourir, entraîner la mort des voisines, etc., etc. Donc il faut absolument repérer tout ça très vite. Alors on pourrait le repérer, on a une étude qui montre que les audiogrammes de ces personnes sont quand même assez particuliers. Ça devrait percuter. On va dire, tiens, mais ça, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais vu ça à 40 ans. Ouh là là, prise de sang. Normalement. Alors c'est une étude pionnière, mais ça vaudrait la peine de se poser la question en ces termes-là. Les profils typiques, vous voyez, ce qu'on appelle la pente de ski, le tremplin de ski. Quand on voit un audiogramme comme ça, c'est pas un tremplin de ski. Ou alors, je skie pas au même endroit que vous. Donc il y a un problème, vous voyez, on doit se dire, oula, mais c'est quoi ça ? Il faut être curieux.
Alors la structure, eh bien, elle est systématique. On a refait l'étude. Maintenant, on veut inclure 500 personnes affectées de presbyacousie précoce. Et c'est binational, France-Allemagne, nos collègues de l'université d'Oldenburg. Et on va tout faire. On ne va pas faire que l'audiogramme, tout. La compréhension dans le silence, la compréhension dans le bruit, la capacité à identifier une intensité et des tests objectifs. Ça dure au total 6 heures, avec des courbes, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que chez tel patient, on a plusieurs anomalies systématiquement associées, faire une espèce de profilage, comme on le fait en infectiologie. Quand vous avez mal à la gorge, si c'est grave, on va vous faire un antibiogramme, on va vous faire des cultures, on va vous faire des radios, des IRM et tout ça. Et au final, on va dire « Ah ben oui, c'est ça qu'il faut faire. » Ou pas. C'est surtout pas ça qu'il faut faire aussi. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle ? Hop, ordonnance chez l'audioprothésiste. L'audioprothésiste dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? C'est pas comme ça. Je ne vais pas juste poser un appareil et dire au revoir. Non, c'est un travail énorme. Donc, vous voyez, nos tâches... Alors, chacun a sa tâche. Le professeur Christine Petit pour le génotypage. Moi-même, je m'occupe des tests. D'autres collègues allemands s'occupent d'autres formes de tests. Et puis tout ça, maintenant, au lieu d'avoir une donnée qui est l'audiogramme, on en a 350. Trop de biens, abondance de biens, nuit-elle. Bah oui, un petit peu quand on ne sait pas quoi en faire. Donc, il va falloir en faire quelque chose, c'est-à-dire organiser. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est le terme à la mode, big data. Il faut que les données soient stratifiées. Et comme c'est à partir de 350 données, même si on est très entraîné, on est un peu perdu, on ne voit pas les régularités, ça va être l'ordinateur qui va nous aider. Ça n'était pas possible il y a 10 ans. Et c'est possible maintenant. Donc, j'essaie de vous montrer à quel point les planètes sont en train de s'aligner. Et ce n'est pas par hasard qu'on a arraché... Le mot n'est pas trop fort, l'existence d'un institut de l'audition et d'un institut hospitalo-universitaire, c'est parce qu'on avait des arguments pour dire on est en train de rater le train. C'est maintenant que ça commence. Donc, allons-y. Et donc, ces surdités, il y en a qui, évidemment, qui ne sont pas monogéniques. J'ai malheureusement des patients qui me disent « je voudrais une thérapie génique ». Mais si ce n'est pas génétique, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pense qu'on va quand même apprendre beaucoup de choses. Vous voyez, toute la diversité des surdités, on va apprendre quelque chose pour elles aussi leur proposer des traitements qui seront peut-être certainement pas génétiques, mais qui pourront être pharmacologiques, par exemple. Pour l'instant, il y a... Je me permets d'intervenir pour vous dire qu'il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. C'est parfait. J'ai à peu près fini pour ma part, donc je vais laisser la place... Donc nous avons des protocoles, voilà, juste pour vous informer, c'est sur Internet, vous allez sur Institut Pasteur, essais cliniques en cours, il y en a un qui s'appelle Patriote, comme vous imaginez, l'armée française est impliquée, ça porte sur les traumatismes sonores aigus, la grande cause de dépenses de l'armée française à l'heure actuelle en temps de paix, mais imaginez le nombre de traumatismes sonores aigus qu'il y a dans certains pays proches. C'est énorme et c'est une catastrophe pour toute la vie. Le plus gros poste de dépense de l'armée américaine, c'est les pertes auditives des vétérans. C'est colossal. Il n'y a pas que la perte auditive, il y a aussi les acouphènes. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un trouble fonctionnel extrêmement ennuyeux pour certaines personnes. Alors il faut absolument qu'on comprenne les mécanismes et l'idée, c'est d'aller traiter tout de suite. Pas attendre 3 mois en disant « Tiens, j'ai pas récupéré, ça siffle toujours, j'entends plus bien. » Ah oui, mais au bout de 3 mois, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose. Alors l'armée française nous met à disposition des centres dans lesquels on peut instaurer des traitements expérimentaux dès le premier jour. Directement du pas de tir à l'infirmerie avec le traitement. C'est fort, ça ne marche pas du premier coup, mais on apprend des choses. Refine, c'est pour essayer de mieux réhabiliter des pertes auditives compliquées. Refine, raffinement, ça veut dire en gros. N'hésitez pas à nous contacter si vous sentez
que ça vous regarde. Compressed, juste à titre anecdotique, c'est la multiplication des sources de son compressées en intensité. Tout ce qui passe dans nos téléphones est compressé. Tout ce qui passe en visioconférence est compressé. Et toutes les musiques en boîte que vous entendez dans les autoradios et dans les supermarchés, c'est compressé. Il n'y a jamais de silence. Vous ne pouvez pas en placer une. C'est fait exprès, bien sûr. Vous ne pouvez pas en placer une. C'est extrêmement fatigant. Et nous avons montré que les critères de protection actuels ne sont pas valables pour ces musiques-là. C'est un petit peu embêtant. Alors les artistes se battent contre cette manipulation sonore, mais chez les professionnels, pour les transmissions à distance, les visioconférences, le télétravail, etc., il semblerait que ce soit pas très facile de s'en passer. Enfin voilà. Donc les nuisances non conventionnelles se multiplient. À chaque fois qu'on met au point une nouvelle protection, 3 ou 4 nouvelles nuisances apparaissent. Ça va très 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 vite. Donc vigilance vis-à-vis de ceux qui ne sont pas informés. Et donc le parcours de soins, pour en finir là, Madame Kolesnikov disait il n'y en a pas. En fait, tous les ans, tous les 5 ans, il y a je ne veux pas dire de bêtises, mais 10% d'ORL en moins. Donc il y en a maintenant à peine 2000, mais ORL c'est O et aussi RL. Donc parmi les ORL qui connaissent l'oreille, il n'y en a pas 2000 en France, il y en a plutôt 300. 2 ou 3 par département, en gros. Donc nous sommes en désert médical ORL à Paris, pas se faire d'illusions. Donc problème, donc redistribution des tâches, multiplication des examens. Je vous ai parlé non plus d'une donnée, mais de 350. Et qui va les acquérir s'il n'y a plus d'ORL ? La machine. La réponse est simple. Donc ces petits appareils qui détectent, il faut les automatiser. Ça fait partie de notre travail. On avance petit à petit. On a déjà des appareils, autrefois, quand j'ai commencé mes études, qui prenaient ça, c'est-à-dire un mur entier, et maintenant je le mets dans ma poche. Après, il faut apprendre à s'en servir. Mais bientôt, ça se fera automatiquement. Pensez à tout ce que vous avez comme outil de la vie quotidienne. Qui savait prendre une photo il y a 100 ans, il fallait appeler le photographe. Maintenant, qui ne sait pas se servir de l'appareil photo du smartphone ? Peut-être moi, parce que je fais toujours des mauvaises photos. Mais enfin, voilà, c'est les vieux amateurs de l'argentique. Argentique, quel gros mot. Voilà. Et donc, les défis, je vous ai dit, dès le premier jour, traitement, suivi quand ça fluctue, et pas 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous, parce que sinon, ça ne va pas aller. Suivre les pertes auditives connexes, ce n'est pas que les ORL qui voient des personnes sourdes. Et puis les outils adaptés, on a un peu tendance à dire « Là, vous avez un truc bizarre, IRM. J'aurai un rendez-vous que dans 6 mois. On va attendre 6 mois. » Non, il faut que ce soit tout de suite. Et puis donc, je vous rappelle l'existence, pour finir, de cet IHU Reconnect, inauguré il y a 15 jours, et qui, pendant 10 ans, va mettre en route ces différentes perspectives dont je suis persuadé qu'elles vont être en place dans 10 ans. Alors 10 ans, c'est long, mais il y a 10 ans, on n'avait ni institut de l'audition, ni laboratoire. Moi, j'étais à Clermont-Ferrand dans un petit garage, équipé en laboratoire. Voilà, donc je pense que je remercie en tout cas chaleureusement mon équipe qui s'appelle le Team Seria. Seria, c'est mon centre. Et ils ne peuvent pas être là aujourd'hui parce qu'ils ont une autre cérémonie ailleurs. Mais c'est des gens très efficaces. Vous voyez, jeunes, enthousiastes, dynamiques, inspirés. Et avec un hommage au professeur Stuart Cole, qui était directeur général de l'Institut Pasteur lorsqu'il a décidé que l'Institut de l'audition serait créé, qu'on le veuille ou non. Donc on le remercie tout particulièrement de son soutien indéfectible. Merci beaucoup. Et merci à vous. La parole. C'est bon, j'ai ce qu'il faut.
Merci beaucoup, professeur Anvar. C'était extrêmement éclairant et moi, ça m'a permis de mettre des mots en fait sur, je pense, que j'ai, ce dont je suis atteint. Je viens d'apprendre que j'avais une presbyacousie très précoce et je pense que je fais partie des 2% dont vous parliez, puisque moi, je suis née sans aucune difficulté d'audition, dans une famille dans laquelle il y a beaucoup de problèmes de difficultés d'audition à partir de 40 ans. Donc mes oncles et tantes, et j'en ai 10, oncles et tantes, grands-parents, arrière-grands-parents, tout le monde est sourd, et moi-même, depuis 40 ans, et j'en ai 53 aujourd'hui, ça décline très sérieusement. Voilà, donc ça c'est mon histoire. Et mon histoire, elle a été extrêmement douloureuse, et c'est pour ça que elle a fini par sortir. Elle a fini par sortir dans un livre que j'ai publié l'été dernier et sur lequel Marina est tombée. Et je la remercie vraiment de m'avoir associé à cet événement et du coup pouvoir rentrer dans vos protocoles, je pense, prochainement. J'ai pour ma part, parce que je travaillais en entreprise, parce que j'étais DRH, j'avais des postes à responsabilité dans une grosse boîte, j'étais expatriée dans un grand groupe au comité de direction, avec tout ce qu'on peut mettre derrière en termes de recherche de la performance, d'image de soi, de superwoman. On ne veut pas dire qu'on a une faille, on ne veut pas dire qu'on a une vulnérabilité, on ne veut surtout pas avouer qu'on a un handicap. Donc j'ai gardé le silence là-dessus pendant 12 ans, donc en prenant sur moi et en faisant comme si tout allait bien, en étant appareillé, mais avec des appareils, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, et ça fait plaisir à entendre, qui heureusement existent, parce que sans ça, ce serait insupportable et invivable, et qui en même temps, très clairement, ne compensent pas en fait, suffisamment, et qui font que ça reste très compliqué au quotidien de travailler, d'écouter, d'être en interaction avec les gens. Voilà, donc moi j'ai caché mon handicap pendant 12 ans, et puis à la faveur d'une discussion avec quelqu'un que j'ai accompagné, parce que moi, j'étais DRH pendant une vingtaine d'années, et puis il y a 8 ans maintenant, j'ai décidé de devenir coach. Donc un coach, ça veut dire passer du temps à échanger avec des patients, des clients. Donc un métier qui est encore plus basé sur l'écoute que la fonction en ressources humaines. Et pourtant, c'est un métier que j'avais très envie d'exercer et pour lequel je sentais que j'avais une valeur ajoutée. Donc j'ai fait ce pari-là de dire ça durera ce que ça durera, mais je me suis lancée dans ce métier il y a 8 ans en étant évidemment consciente que c'était un peu me jeter dans la gueule du loup, puisque par définition, mon ouïe allait continuer à dégrader. Et puis donc il y a un peu plus d'un an maintenant, un de mes anciens coachés m'a dit au détour d'une conversation: mais qu'est-ce qui te manque dans ta vie? En coaching, on dit une question peut changer une vie, et sa question de fait a changé ma vie, parce qu'en fait je lui ai répondu comme je réponds à tout le monde d'habitude: tout va bien, un super mari, un super boulot, des super enfants, pas de soucis. Et puis en fait, si je veux être très honnête, il me manque quelque chose, il me manque un truc énorme, il me manque l'ouïe, j'ai des difficultés d'audition, c'est très compliqué. Il est tombé de sa chaise et il m'a dit: mais Catherine, tu m'as accompagnée il y a 4 ans, je ne savais pas, pas une seconde, je m'en suis douté, et c'est super lourd ce que tu me dis, ça va être compliqué, il faut que t'en parles, il faut que ça sorte, il faut que tu arrives à vivre avec en fait, mais à l'assumer psychologiquement, parce que c'est vraiment cette dimension-là qui était compliquée pour moi, et à accepter, parce que je pense qu'il y avait un vrai sujet d'ego, encore une fois, non, je suis pas superwoman, ou je suis superwoman, mais avec une faille qui me limite quand même un peu beaucoup au quotidien, et contre laquelle il faut que je me bagarre en fait pour continuer à avancer. Voilà, donc il a semé cette petite graine, et puis ça a fait son chemin, et quelques mois après, Dialogue de sourdes est sorti. Alors pourquoi dialogue et pourquoi sourde au pluriel? Parce que ce livre est sorti, alors vraiment ça faisait 12 ans de silence, et quand il est sorti plouf, en 15 jours quasiment. C'est été rédigé extrêmement rapidement sous cette forme-là, spontanément, et en fait c'est un dialogue entre ma surdité que j'externalise et moi-même. Donc on est deux, on se parle, on se challenge. Au début forcément je suis très en colère contre elle, et je lui dis un peu ces 4 vérités, clairement je préférais qu'elle soit pas dans ma vie, et puis progressivement en fait j'ai fait une espèce d'auto-coaching où je me suis un peu accompagnée en me posant des questions, en réfléchissant, en allant un peu chercher loin. J'ai fini, alors pas forcément à me réconcilier
et les mots que Marina utilisait tout à l'heure étaient très laudatifs, mais peut-être un peu trop forts par rapport à ce que je vis, c'est que progressivement, j'en suis venu à accepter un peu mieux, on va dire, la présence de ma surdité dans ma vie. Et c'est ce livre, qui donc est encore une fois une mise à distance, et c'est une tentative de mise à distance de mes difficultés, m'a très clairement aidé à mieux assumer, accepter ce handicap. Donc je suis reconnu RQTH, je parle du coup depuis il est sorti au mois de mai, mais c'est long, un processus d'écriture était rapide, mais après c'est long, la publication. Donc depuis un an, je parle de ça en disant j'ai écrit un bouquin, donc forcément les gens disent ah bon, sur quoi, donc faut que je te raconte, et ça fait du bien d'en parler, parce qu'en fait cette dimension psychologique, en tout cas moi j'ai trouvé dans mon parcours de vie que c'était quelque chose qui était absolument pas pris en compte, et qu'effectivement quand j'ai commencé à avoir des difficultés d'audition, je suis allée chez ORL, on m'a appareillé, et puis voilà en fait, et puis le reste, débrouille-toi. Je me suis absolument pas, alors je me suis peut-être pas intéressée, mais j'ai jamais été aiguillée non plus vers toutes ces potentielles solutions qu'il pourrait y avoir, et encore moins sur toute la dimension comment tu le vis psychologiquement au quotidien en fait, parce que c'est super lourd et que c'est pas évident à gérer. Voilà, donc c'était un petit témoignage que je voulais vous apporter. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, bien évidemment. Alors, comme le professeur Anvar. Merci beaucoup. C'est le moment là des questions, si vous en avez. Est-ce que si les appareils auditifs étaient plus volumineux, ils pourraient éventuellement embarquer plus de technologie et être plus efficaces ? Question difficile, parce que ça a été de fait les appareils anciens des années analogiques, on va dire, avant les années 1990, étaient beaucoup plus volumineux que maintenant. Je ne pense pas que la problématique soit là, en fait. La technologie embarquée a été limitée, très limitée, entre les années 1995 et au début du digital, et je dirais, on va dire 2020 en gros, parce que c'était des algorithmes, d'abord on ne savait pas en écrire de plus efficaces, mais aussi ils étaient très petits. Et donc maintenant la donne a changé, parce que vous avez lu des publicités qui ne sont pas totalement mensongères, où on invoque l'intelligence artificielle pour que certains appareils règlent la panoplie de gains, les différents ajustements en fonction des fréquences, en fonction de l'ambiance actuelle. C'est-à-dire, vous êtes dans un restaurant, dans un supermarché, dans un cinéma. Au départ, tout est calme. Après, de la musique se déclenche. Après, une porte claque, etc. Et les paysages sonores ainsi représentés sont maintenant relativement bien identifiés par l'intelligence artificielle, qui est embarquée, en fait, et qui, en quasi temps réel, vous commute le réglage de celui qu'il était avant à un meilleur réglage. Alors ça, c'est finalement complété par le fait que maintenant, vous avez des appareils auditifs connectés à votre smartphone qui étend considérablement la capacité de calcul, et donc vous pouvez en temps réel également, par les connexions Bluetooth, changer des choses qui vont être mises en œuvre dans votre appareil auditif. Vous pouvez aussi recevoir des messages de l'extérieur, et en particulier des communications téléphoniques, qui sont traitées par votre smartphone et envoyées directement par voie électronique dans les appareils, sans conversion par le biais acoustique. Donc un gain considérable en termes de distorsion, de bruitage, etc. Donc au fond, votre réflexion, qui était tout à fait juste jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, devient heureusement un petit peu moins limitante en somme. Et nous travaillons pour le projet Refine, par exemple, à un algorithme très ambitieux de traitement, cette fois personnalisé, parce que l'IA dont je parle n'est pas personnalisée. Tout le monde en bénéficie, mais pour des ambiances extrêmement variées, mais tout le monde a le même réglage que l'appareil choisi. Alors que là, nous voudrions faire avec les gens du CEA et du Lauria à Nancy un algorithme qui suivrait les besoins de la personne porteuse.
Et là, le CEA développe des méthodes permettant de miniaturiser considérablement des algorithmes de manière que ceux-ci soient portables, soient sur vos oreilles. Alors, ce n'est pas encore fait, mais on est en train d'y arriver. Donc, je pense qu'on a franchi une étape très importante en termes de capacité de calcul dans ces appareils auditifs. Alors, est-ce suffisant ? L'avenir nous le dira. Peut-être pas encore. D'autres questions ? Désolé, merci de votre réponse qui me coupe un peu les pattes. Mais quelque part, si vous voulez, toute personne qui porte des appareils, on porte tous des lunettes. Oui. À qui ça pose un problème maintenant de porter des lunettes. Et en plus, il y a des grandes marques, Dior, etc., qui vous font des montures pas possibles. Et c'est même presque devenu un outil de luxe et de beauté. Dans les appareils auditifs, ils gardent la notion que être sourd, c'est être vieux, c'est être con. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Pourquoi les appareils ne seraient pas plus évidents ? On voit dans le métro, tout le monde se balader avec des iPhones et tout. Pourquoi miniaturiser ? Pourquoi pas revendiquer, comme pour les lunettes, le fait d'être appareillé ? Pour les femmes, c'est relativement facile, elles portent des boucles d'oreilles. On pourrait très bien imaginer que dans les boucles d'oreilles, il y a la technologie. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Les hommes, c'est un peu plus compliqué. Monsieur qui est devant moi, qui est appareillé comme moi, il n'a pas de cheveux, donc on voit ses appareils, évidemment. Et s'il voulait les rendre, comment dirais-je, si c'était plus accepté par la société, ce serait certainement plus facile de se faire appareiller et d'accepter le handicap. Madame porte des cheveux longs, j'imagine qu'au début, moi j'ai des copines qui sont appareillées, ça se voit pas. Et moi ça se voit, parce que voilà, j'ai les cheveux pas très longs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est un paradigme bizarre. Oui, Il faudrait mais que ça change. Il était, effectivement, vous avez raison, hein, c'était les années précédentes. On a eu un président de la République qui a pratiquement viré une ministre qui avait osé dire, je vous laisse trouver qui c'était, qui avait osé dire qu'il portait des appareils auditifs, bien sûr, disait-elle. Bah oui, bien sûr. Il n'y avait pas de mal à ça. Donc, il y a une image de marque que vous signalez, qui n'existe pas du tout aux États-Unis, où le président Reagan allait se faire photographier quand il allait faire ses bilans auditifs réguliers au House Institute, où il était appareillé. Donc il n'a jamais fait mystère de ça. Donc oui, il y a un problème de culture. Après, c'est en train de basculer parce que, comme vous dites, tout le monde porte des iPhones. Apple est en train de sortir des appareils auditifs qui sont censés faire audioprothèse, encore que le réglage n'est pas forcément évident pour le porteur. Mais voilà, on démystifie ça. Et puis, on a maintenant le plaisir de voir des neuroprothèses. Alors là, le besoin des processeurs est plus important en informatique, qui sont maintenant vendus par certaines marques avec des capots amovibles de couleur. Et j'ai une patiente qui porte... c'est son choix. Elle est musicienne par ailleurs. Elle continue à jouer de la musique avec ses implants cochléaires et elle porte une chevelure rouge absolument fluo. Et puis l'appareil de droite est rouge et l'appareil de gauche est bleu. Donc c'est une revendication que je trouve tout à fait honorable. Et même courageuse, mais aussi militante. Oui. Donc oui, vous avez raison. Alors je pense que donc c'est fini parce qu'avec les iPhones, avec capacité d'amplification auditive, tout le monde va vouloir les montrer. On a basculé. Maintenant, l'analogie sourd égale vieux égale plus bon à rien, elle est encore dans les esprits et ça je ne peux que le déplorer. Étant moi-même vieux. Pas sourd, mais bon, ça va venir. Je fais très attention. Je vais juste compléter, si je peux me permettre. Moi, quand j'ai été diagnostiquée malentendante, l'ORL, donc il y a 13 ans maintenant, l'ORL a eu le réflexe de me dire « mais c'est pas grave, regardez, on fait des appareils » et il m'a sorti des appareils fluo, jaune, rose, etc. Et moi, je venais de me prendre dans la figure. Et merde, le truc génétique qui est dans la famille, c'est en train de me tomber dessus et ça veut dire que dans X années, j'entendrai plus du tout, je pourrais plus travailler, je pourrais plus tant d'interactions. Et en fait, j'étais tétanisée par ce qu'il venait de me dire et lui avait le côté c'est pas grave, vous pouvez le montrer, ça sert, enfin voilà, maintenant il y a effectivement des magasins partout, c'est pas un sujet, etc. Mais j'étais
a des milliers de lieux d'accepter ça. Donc, je pense qu'il y a soit aussi comment on accepte son handicap et ce qu'effectivement on est prêt à en parler, etc. avant de pouvoir. Parce qu'il existe des appareils effectivement colorés. Il existe aussi il y a des cousins qui m'ont dit regarde des boucles d'oreilles rattachées, etc. Enfin des trucs un peu sympas avec des fleurs pour justement mettre en avant. Mais ce que vous dites, il faut avoir le courage. Enfin pour moi avoir le courage de non seulement d'assumer, de dire, de partager et quelque part de revendiquer. Alors je ne sais pas, ça dépend peut-être des personnalités, de l'âge, de la situation dans laquelle ils sont, etc. Professionnellement, dans un environnement, ça reste un combat. Le monde du travail n'est pas sympa avec les sourds. Ça, j'ai eu des témoignages nombreux de patients désastreux. Enfin, j'ai vu des lettres, c'est un peu la honte. Bon, je n'en dirai pas plus, mais les mœurs évoluent très très lentement de ce point de vue-là et je comprends votre dilemme. En parler, ça veut dire être viré, quoi. On n'en est pas loin, en tout cas. J'ai vu des lettres d'employeurs assez curieuses. Alors moi, je me permets d'ajouter aussi qu'il y a peut-être une question de moyens. Et j'aimerais savoir si le zéro reste à charge a eu un impact en termes de progression de l'équipement et si... on trouve là des appareils dignes de ce nom. Alors moi, je peux juste témoigner de mon cas. C'est pas un 0 € reste à charge. Les appareils, effectivement, ça coûte cher. Vous savez, si ceux dans la salle qui sont appareillés. Moi, mes appareils coûtent c'était plus de 3 500 € par oreille, net. Par oreille, et avec la reconnaissance travailleurs handicapés et la prise en charge par la maison départementale du handicap, qu'il faut demander, vous mettez 1 an à l'obtenir, enfin, c'est pas simple. J'ai un remboursement de 1 700 € par oreille, donc il y a un reste à charge qui reste très important, et c'est tous les 4 ans. Donc ça reste très problématique. Je me dis, si moi je n'étais pas appareillé, clairement je ne pourrais pas faire mon métier. Et je peux faire mon métier parce que je gagne suffisamment ma vie pour pouvoir me permettre de payer des appareils qui soient corrects. Mais c'est un vrai sujet parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas. Pour la personne âgée de surcroît, c'est très compliqué. Les personnes âgées qui sont hospitalisées, pour le personnel infirmier, prendre en charge les prothèses, et c'est très compliqué. C'est comme les dentiers. J'ai été professionnelle de santé et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué de prendre en charge les patients. De prendre tout ça en charge parce que c'est fragile, c'est compliqué. Alors chaque CHU a une cellule surdité qui est au service des patients qui en ont besoin, mais elle n'est pas toujours activée, je le sais. Donc les progrès sont lents. Il y a une technicité, effectivement. Alors le reste à charge zéro, c'est pour les appareils dits de classe 1 qui couvrent environ 30% des besoins. Effectivement, les classes 2 sont plus sophistiquées, beaucoup plus d'algorithmes. C'est un peu bizarre parce que c'est les mêmes coques, mais on active des logiciels différents. Et ces appareils de classe 2 sont remboursés partiellement. Donc il faut tout un tas d'allocations pour s'en sortir. Alors, il y a encore une question, puis une dernière. Voilà, puis après, on prolongera de l'autre côté. Merci. Bonsoir, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 56 ans et il y a 15 ans, j'ai été atteinte de surdité brusque. J'ai eu une surdité brusque à gauche, donc je suis donc sourde de l'oreille gauche et j'entends normalement de l'oreille droite. Au moment où ça m'est arrivé, un professeur que j'ai consulté m'a dit je ne vous conseille pas de pratiquer une opération pour mettre des implants cochléaires parce que dans l'avenir, peut-être, qu'il y aura tellement de progrès dans la médecine qu'on pourra réparer votre nerf auditif. Parce qu'en fait, moi, mon nerf auditif est mort, ce qui fait que je ne peux pas être appareillée. En fait, même si vous me criez dans l'oreille, je ne vous entendrai pas. Donc, en fait, ma question est pour vous, professeur, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, il y aura des solutions qui seront différentes de l'implant cochléaire? Et je rajoute juste, parce que je veux faire un petit clin d'œil à madame, moi aussi, je suis coach. Et voilà, c'est une question qui se pose aussi. Merci.
Alors ça, c'est une question difficile, hein, parce qu'effectivement, on se doit d'avoir un discours positif en disant ça progresse, on a des idées de traitement, on va les mettre en œuvre. Là, on tombe sur le cas que vous citez. Chaque cas est particulier. Le cas que vous citez remonte à un certain nombre d'années. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle l'état de votre nerf auditif. Donc, si on veut le réparer, on ne sait pas sur quoi on va tomber. En l'état actuel de nos moyens d'investigation. On pourrait faire une IRM, on pourrait faire un certain nombre de choses, tenter des stimulations. Il y aura un jour des capacités à stimuler au-delà du nerf auditif, hein, par des moyens qui pourront être implantés plus haut. Pour l'instant, ça marche chez la souris, ok, mais voilà. On peut se permettre beaucoup de choses chez l'animal de laboratoire qui sont, je rassure, totalement indolores, mais quand même hardi. Et puis, les besoins de la souris en termes de communication orale sont quand même très limités. Donc, en fait, on joue sur du velours. Le fait de passer au stade ultime, alors, d'où le discours, effectivement, plus tard, on saura réparer. Donc, on touche à rien. Le problème, pour une surdité unilatérale, c'est tout à fait valide comme attitude. Il est possible qu'on découvre la raison précise pour laquelle vous avez eu ce problème et qu'on la répare. C'était probablement viral à mon avis, mais donc je peux me mouiller parce que c'est pas prouvable, donc malheureusement. Quand ça arrive, et là c'est crucial et angoissant, quand il arrive qu'un enfant naisse sourd, bilatéral, sévère à profond, et que les parents disent j'aimerais bien, ça m'embête qu'il ait un implant cochléaire, voire deux, parce que c'est quand même des électrodes qu'on met dans la cochlée, donc on la détruit au passage, donc on se coupe de chances qui peut-être plus tard seront meilleures. Donc j'aimerais bien qu'on ne fasse pas d'implant cochléaire et qu'on attende les thérapies géniques. Je dis non, parce que d'une part, attendre combien ? Si votre gamin doit attendre 1 mois, d'accord, mais s'il doit attendre 5 ans, non, évidemment non. Alors les parents finissent par dire c'est très dur pour eux. Parce qu'on est en train de leur dire, toutes les solutions dont vous rêvez, il n'y en a qu'une. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez rapide. Ce n'est pas le Covid-19, hein, la surdité. Donc ça ne mobilise pas la même énergie, bien sûr. Hein. Ce qui prend 1 an pour les uns va prendre 10 ans pour les autres, bien sûr. Et le deuxième point, donc les parents finissent par dire, en désespoir de cause, implantez-lui un côté, mais pour l'autre côté, on va attendre les thérapies géniques. Et là... moi, pour l'instant, je dis non, parce qu'attendre 5 ans, c'est quand même mieux d'avoir 2 oreilles qu'une. Vous le savez mieux que quiconque, parce que ça ouvre tout un volume par rapport à une audition appauvrie. Donc, même si on peut avoir des palliatifs, c'est pas aussi bien. Et pour le développement de l'enfant, je plaide auprès des parents pour dire il vaudrait mieux quand même que l'enfant ait 2 oreilles comme tout le monde. Et puis, je leur dis, argument final, supposez que son implant unique tombe en panne. Alors là, qu'est-ce que vous faites ? Supposez que ce soit la veille du bac. Le gamin va vous en vouloir toute sa vie. Vous lui avez planté ses chances d'avoir le bac. Pensez-y. Et donc, et beaucoup de parents disent « Ah ben oui, alors dans ces conditions, je comprends. » Mais c'est un deuil pour eux. Je comprends aussi. Donc, que dire ? Est-ce qu'on doit rater une chance pour en avoir une meilleure plus tard, mais qui se présentera peut-être pas ? Parce que c'est pas nous qui décidons si pour tel gène, il y aura une thérapie fabriquée. Si le laboratoire considère que ça vaut pas le coup, il le fera pas. C'est pas des mécènes. Donc problème. Alors est-ce qu'il faudrait que... voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et il y a aussi le coût. Le coût, c'est qui supporte le coût ? En France, c'est la sécurité sociale. Aux États-Unis, c'est le patient lui-même. Si une thérapie génique coûte 500 000 euros, l'implant cochléaire, c'est 30 000. Alors, il n'y a pas photo aussi si vous payez de votre poche. Vous voyez, tous ces dilemmes, c'est social, sociologique, économique, éthique. C'est hyper perturbant. Je ne me sens pas le droit d'en dire plus, quoi. C'est un débat de société. Ok, merci beaucoup. Et puis la surdité n'est pas mortelle, on est obligé de le dire. Donc par rapport à des maladies comme des hémopathies malignes, où si on fait rien, l'enfant est mort dans 15 jours.
Alors, c'est mortel à petit feu, on est d'accord. Beethoven disait lui-même je préférerais me suicider que de rester sourd. Mais j'ai encore des idées en tête, je veux aller au bout. Il l'écrit. C'est sa vraie réaction, c'est la réaction de tout le monde. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Il faut peser ça, quoi. Enfin, c'est très compliqué, voilà. Okay. Alors, la promesse d'une question courte ou bien... Une question très courte. Est-ce que vous faites la promotion pour des associations de femmes, d'hommes jeunes qui ont justement un problème de surdité? Est-ce qu'il y a des associations qui sont créées pour les gens qui ont des surdités précoces? Et comment est-ce que vous les faites connaître? Alors, très honnêtement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que mon parcours, c'est pas du tout de m'intéresser à ces sujets. Voilà, c'est tout nouveau. Le livre, il est sorti au mois de mai et je me suis pas intéressée en fait à tous ces sujets de façon plus globale jusqu'à présent. Ça va venir. Voilà, ouais, clairement. Après, comme vous dites, hein, c'est un sujet. Enfin, finalement, les difficultés d'édition, le fait d'en parler, le fait de publier ce livre, voilà, je vois bien que ça touche beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui me racontent des histoires, qui me partagent. Donc oui, il y a probablement matière à, mais pour l'instant, je ne sais pas. Pour les associations de sourds, c'est vrai que les adhérents le reconnaissent eux-mêmes en premier. La moyenne d'âge n'est pas très haut et pas très basse, quoi. C'est plutôt 70 ans après la retraite. Voilà, c'est clair. C'est clair. Et pour les associations pour l'acouphène, par contre, il y a plus d'équilibre entre les âges. Parce que c'est une autre problématique, même si elle est liée. Mais le problème associatif est crucial. Alors que dans les associations de non-voyants, il y a énormément de jeunes. Oui. Et c'est vrai que souvent, maintenant, les associations de patients sont devenues très professionnelles, très efficaces, et c'est souvent elles qui font avancer aussi, justement, les problématiques de parcours, de prise en charge. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je sais que c'est un peu frustrant pour ceux qui avaient encore des questions, mais comment je sais qu'on peut les continuer, les questions, voilà. Et donc, merci à vous deux. Et prochain pitch, le 4 février. Et qui portera sur l'obésité. Voilà. L'obésité, c'est une maladie. Voilà. À bientôt. Merci.